Pour moi, une bonne source, c'est une source qui ne parle qu'à moi. Dans les coulisses du crime, par Michel Marie. Le métier de journaliste, c'est un métier qui a considérablement changé, évolué ou régressé, toujours selon mon expression. Je vous en laisse les juges. Moi, j'ai connu une époque et je vous ai raconté comment je travaillais. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et si je devais donner, pas un cours, parce que ça s'appelle pas un cours, mais un conseil, on va dire, à de jeunes journalistes, je leur dirais plusieurs choses. Je leur dirais d'abord, soyez dehors. Au lieu d'être derrière votre bureau, derrière votre ordinateur, à tweeter, à faire je sais pas quoi, allez voir des gens. Allez dans les tribunaux, on parle de faits divers. Allez à des conférences données par un criminologue, rencontrer des magistrats, et c'est dans un palais de justice qu'on rencontre des magistrats. Je pense que le contact, il faut pas rompre le contact entre les institutions. Et la nouvelle communication est en train de faire cette œuvre ou ce désordre, j'ai envie de dire, pour justement séparer les journalistes d'investigation et les autorités judiciaires. Rien ne vaut le contact humain. Pour moi, une bonne source, c'est une source qui ne parle qu'à moi. Le communiqué de presse, je m'en fous. Tout le monde l'a. Il suffit de regarder n'importe quelle chaîne de télévision et on a le communiqué de presse. En fait, il faut être ailleurs. Et ailleurs, c'est généralement ou sur le terrain, quand on a la chance d'avoir une adresse, c'est d'aller au contact des gens, des commerçants, des voisins, des concierges, quand il en reste, parce que le monde a changé, évidemment. Mais il faut bouger. Alors, c'est contraignant parce que quelquefois, c'est tard le soir, quelquefois, il y a de la route à faire, quelquefois, les gens sont pas forcément spontanément disponibles pour vous parler instantanément et vous disent de revenir à 20h. Et il vous reste 200 km à faire, 20h. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité de mes confrères disent on va faire 100. Alors que nous, notre génération, on attendait 20h, on faisait l'interview et on rentrait après ou pas. Il y a des hôtels, ça existe, on n'en meurt pas de dormir dans un hôtel. J'ai fait ça toute ma vie et je suis vivant. Et donc, favoriser le contact. Je le disais tout à l'heure aussi, les avocats sont les nouveaux... ils ont remplacé, en fait, les sources policières ou de la gendarmerie. Ils ont accès au dossier. Ils sont ni magistrats, ni policiers, donc ils sont soumis au secret professionnel et au secret d'instruction. Comme les policiers dans le temps, ou les gendarmes, le secret d'instruction, ils s'en moquaient. Moi, j'ai passé ma vie à être complice de violation du secret d'instruction. J'ai fait que ça. Pendant 45 ans. Pour être complice de quelque chose, il faut qu'il y ait un auteur. Et l'auteur, c'est forcément un policier ou un gendarme. Et ça se passait très bien, les choses ont changé. Donc, il faut chercher d'autres sources. Mais il faut vraiment trouver des sources, et y compris même chez les avocats. Il y a des avocats qui... Ça m'est arrivé il y a pas longtemps sur une affaire, pour l'émission de TPMP dans laquelle je suis chroniqueur pour les faits divers. Je ne donnerai pas le nom de l'affaire parce que c'est trop chaud. Mais sur une affaire, le rédacteur en chef m'a appelé en me disant « Écoute, voilà, on a un témoin dans cette histoire qui est important. On l'a contacté, on a son téléphone, on l'a contacté. Elle connaît l'émission, elle ne veut parler qu'à toi. Donc voilà son 06, appelle-la, essaye de lui tirer les verres du nez. » Et ça a parfaitement fonctionné. Tout est toujours possible en réalité. Je pense qu'il faut être optimiste. Faut pas dire ce métier c'est foutu, on n'y arrive pas, les flics parlent plus, donc on peut plus faire de faits divers. C'est pas vrai. Le Parisien sort des trucs, détective continue à sortir des trucs. C'est plus compliqué, c'est différent et c'est un peu plus compliqué qu'avant. Je trouve que les gens ont plutôt tendance à parler plus qu'ils ne parlaient avant, parce que je peux vous garantir qu'à une époque, pour rentrer dans une maison, dans la famille, dans l'intimité d'un meurtrier, de la famille d'un meurtrier ou de la famille d'une victime, c'était compliqué. Aujourd'hui, la médiatisation et la télé notamment, et sans doute aussi les réseaux sociaux, ont un peu banalisé tout ça. Un peu comme avoir quelqu'un de sa famille en prison, c'était une honte absolue il y a 30 ans, aujourd'hui ça étonne plus personne. Donc on a là-dessus, je pense, évolué intellectuellement, même sur des affaires compliquées.
pas forcément honorifique, les familles ont tendance à s'expliquer, à parler. Regardez la mère de ce gamin qui a été tué par une balle policière, elle s'est exprimée, la maman de Lina s'est exprimée, alors que il y a des dossiers où ça a du mal à sortir, je pense à Émile en particulier, mais toutes les grosses affaires, l'affaire Daval, tout le monde a parlé, la famille a parlé, la mère a parlé, la sœur a parlé, et réseaux sociaux par réseaux sociaux, les gens considèrent, à juste titre me semble-t-il, que la presse est utile. Et je vois là récemment dans l'affaire Lina, grâce à la presse et grâce à cette émission de faits divers, là, Appel à témoins, il y a une piste, je ne sais pas si elle sera bonne, mais il y a une piste qui se dégage. Suite à l'émission de Julien Courbet, ce type a signalé que c'est un chef d'entreprise et il indique qu'il a un de ses employés qu'il avait depuis 12 ans en CDI, donc c'est pas un mec qui était arrivé avant-hier, qui a disparu au mois de septembre dernier, à peu près à la même période que Lina. Et apparemment, c'est une information que personne n'avait. En tout cas, la mère ne le savait pas. Et ce monsieur habitait à proximité de chez Lina. Et ça, c'est grâce aux médias. Donc, on n'est pas les ennemis du système judiciaire ou du système policier. Et je pense qu'il y a quelque chose de complètement ancestral et ridicule aussi dans cette volonté de repousser les journalistes. On n'est pas les ennemis. On peut les aider, à condition que ce soit fait intelligemment. Quand on publie un article dans Détective ou quand on parle de quelque chose dans une émission de télévision, on touche des millions de personnes. Parce qu'un journal Détective, quand il est vendu à un exemplaire, ça peut être lu par 10 personnes. À ce propos, j'ai moi une anecdote, je risque de l'oublier, donc je te la sors maintenant. Un jour, des gendarmes de Montpellier me téléphonent en me disant « Écoute, voilà, on a un problème, on a une grosse affaire criminelle, on a arrêté les auteurs. Le problème, c'est que les auteurs ne connaissent pas l'identité de leurs victimes. Ils ont tué un type qui était un clochard pour faire une substitution de corps, c'est l'affaire Dandonneau. Donc ils ont emmené ce clochard, après l'avoir tué, ils l'ont emmené sur les hauteurs de Montpellier, au pic Saint-Loup, je crois, ou dans ce coin-là. Ils ont simulé un accident, ils ont laissé le cadavre du clochard dans la voiture, ils ont mis le feu à la voiture, et avec des complices, donc le fameux Dandonneau et ses complices, il y en a un qui a donné l'alerte pendant que celui qui était censé être mort prenait la fuite vers Nice. Tout le monde est arrêté dans cette affaire, et avec la meilleure volonté du monde, ces gens ne connaissent pas l'identité de leurs victimes. Ce gendarme m'appelle en me disant « Est-ce que tu pourrais publier un petit avis dans ton journal ? Ça nous aiderait bien, un appel à témoins, quoi. » Mais c'est vieux, hein, Dandonneau, je ne sais plus quelle année, mais dans les années 90. Évidemment, le journal accepte de faire ça. On n'est pas les seuls, il y a d'autres journaux. Je crois que Le Parisien, à l'époque, ça devait être Dominique Rizet. On est 2 ou 3 journaux à jouer le jeu avec les gendarmes. On publie le truc et il se passe rien. Bon. Et mauvaise pioche, tant pis. Mais, je sais pas, peut-être 6 mois plus tard, je reçois, à l'époque, on avait les téléphones fixes au bureau, hein. Je sais pas s'il y en a toujours, mais enfin bon, maintenant, il est portable. Donc, il y avait un téléphone, j'avais un bureau avec un téléphone. Le téléphone sonne, il est 7h du soir, 19h. Et là, j'ai un mec au téléphone qui me dit « Vous êtes Michel Marie ?» Je dis « Oui ». Et il me dit « Écoutez, je pouvais pas vous appeler avant parce que j'étais en prison. Vous avez publié un avis de recherche. Moi, je sais qui c'est, le mec. » Je dis « Oui, et vous êtes où ?» Il me dit « Je suis à Sarcelles. » Je dis « Bon, c'est bien. On peut faire comment ? Vous voulez me donner le nom au téléphone ?» Il me dit « Non, faut qu'on se voit. » Dans la foulée, j'enquille le rendez-vous. Je lui dis « Écoutez, le temps de venir. Hein. Moi, je suis, à l'époque, on était à Levallois, je crois. Ou peut-être encore à Barbès. Enfin bon, peu importe. Le temps de prendre ma bagnole et de foncer à Sarcelles. J'arrive au lieu de rendez-vous. Et là, je vois cette personne qui sortait de prison, qui était un voyou. On va boire un coup. Entre-temps, j'avais quand même appelé les gendarmes de Montpellier en leur disant j'ai une touche, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais au rendez-vous. Et les gendarmes me disent on arrive. Je dis vous arrivez de Montpellier ? Ils me disent oui, on arrive de Montpellier. Est-ce qu'on a rien ? On est à poil. Et je dis ça se trouve c'est bidon. Ils me disent on s'en fout, on vient. Quand tu verras ce mec, essaye de le convaincre de nous parler à nous parce que c'est quand même un peu mieux pour la procédure. Et donc, je vais au rendez-vous, je rencontre ce mec, le mec me donne le nom du clochard, en m'expliquant une histoire incroyable. Ce clochard était un ancien prof de philo, qui avait divorcé, qui avait complètement sombré à la fois dans l'alcoolisme et dans la clochardisation.
Il me donne son nom et le plus gros du boulot a été de le convaincre d'accepter de rencontrer les gendarmes qui, alors à l'époque, je crois qu'on avait des alphapages, donc on s'envoyait des messages, c'était quand même beaucoup moins pratique que le portable, mais on arrivait à se démerder comme ça. J'ai réussi à convaincre ce type de déposer à la gendarmerie, donc j'ai dîné avec lui, je l'ai gardé un long moment avec moi, je voulais pas le livrer aux gendarmes contre son gré. C'est pas dans mes façons de faire, mais je voulais, pour que cette histoire aboutisse à quelque chose, le faire en souplesse, et j'ai réussi ce coup. Le lendemain, je suis retourné le chercher, je l'ai emmené à la gendarmerie d'Aix-Elmans, où il a été entendu par les gendarmes de Montpellier qui, entre-temps, étaient arrivés à Paris, donc boulevard Aix-Elmans. Il a joué le jeu avec les gendarmes en disant « Je vous déteste, parce que c'est vous qui m'avez envoyé en prison ». Mais là, le journaliste m'a convaincu qu'il fallait que je fasse comme ça, donc je fais comme ça. Et c'était la bonne identité. Et du coup, ça nous a fait faire un coup, entre guillemets, médiatique, pas mal, parce qu'une fois que les gendarmes avaient le nom, ils ont identifié, ils ont remonté, ils ont trouvé la femme. Et évidemment, ils nous ont donné à moi, en priorité, les coordonnées de la femme. Et ils l'ont appelé en disant « Recevez ce journaliste, parce que c'est grâce à lui qu'on a identifié votre ex-mari ». Donc j'ai été reçu comme un prince par cette femme charmante. Et je me rappelle pour l'anecdote, elle me dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Je lui dis « Je pense qu'il faut que vous preniez un avocat pour représenter, parce qu'ils avaient des enfants ensemble. » Et je lui ai conseillé de prendre Éric Dupond-Moretti à l'époque, qui a été d'ailleurs l'avocat donc, de cette famille au procès qui s'est déroulé à Montpellier un peu plus tard. C'était Dans les coulisses du crime par Michel Marie. Abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode.